Allez, on attaque. Aujourd'hui, on va explorer un changement de perspective assez radical sur la gestion de groupe, une idée qui s'inspire de la psychologie évolutionniste. Comment on passe du rôle de dompteur, qui se bat constamment contre le groupe, à celui de louve alpha, qui au contraire le guide de l'intérieur. Tout part de cette angoisse que beaucoup connaissent. La peur de perdre le contrôle, de se faire déborder, que le groupe parte dans tous les sens et qu'on se sente complètement impuissant. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la racine du problème, ce n'est pas un manque d'autorité. Non, c'est en fait un problème de posture. Pour bien comprendre, on va d'abord analyser l'approche classique, celle qui, très souvent, mène droit dans le mur, ce qu'on va appeler ici l'erreur du dompteur. Voilà l'erreur fondamentale. Le réflexe, quasi immédiat, c'est de se mettre à l'extérieur du groupe, un peu comme un dompteur face à des fauves, et d'essayer d'imposer son autorité par la force. L'objectif, bien sûr, c'est l'obéissance. Sauf que le résultat, quasi inévitable, c'est la création d'une opposition, un « eux » contre un « moi ». Et là, on tombe dans une véritable spirale. Quand on punit, en fait, on s'exclut soi-même du groupe. Et ce retrait, ça crée un vide de pouvoir, un vide que les membres du groupe vont chercher à combler, c'est naturel. Et la conséquence, eh bien, s'opposer au prof devient soudain une super manière de gagner en prestige, de monter dans la hiérarchie sociale du groupe. En gros, sans le vouloir, on fabrique exactement le comportement qu'on voulait éviter. Bon, alors pourquoi cette approche est-elle si contre-productive? Pour le comprendre, il faut faire un petit détour par le fonctionnement de notre cerveau. On est des animaux sociaux, c'est vraiment câblé en nous, c'est dans notre ADN. L'évolution nous a programmés pour vivre en groupe et notre cerveau, c'est une sorte de machine à évaluer en permanence notre statut social. On cherche tout le temps, la plupart du temps sans même s'en rendre compte, à améliorer notre position dans le clan. Et ça nous amène au point crucial, celui qui change absolument tout. On ne peut pas influencer un groupe en restant à l'extérieur. Pour avoir un vrai impact, pour guider, pour diriger, il faut être accepté comme un membre de ce clan. C'est une condition non négociable. Du coup, si la posture du dompteur est une impasse, c'est quoi l'alternative? C'est là qu'on va introduire un tout nouveau modèle, celui du leader alpha. La solution, en fait, c'est un changement total de paradigme. Il ne s'agit plus d'être une sorte de gardien qui contrôle de l'extérieur, mais de devenir le leader de la meute. Le leader alpha, il s'inclut pour pouvoir diriger. Il utilise la dynamique de groupe à son avantage et reprend la main sur la hiérarchie sociale, mais de l'intérieur. Et la différence de posture est flagrante, regardez. D'un côté, on a le prof autoritaire, en surplombe, qui crée un conflit gagnant-perdant basé sur « je décide, vous obéissez ». Et de l'autre, le leader alpha, qui s'intègre au groupe, qui bâtit une communauté d'apprentissage avec pour devise « on l'avance ensemble ». Le changement est total. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, comment on fait? Comment on incarne cette posture de leader alpha au quotidien? Voyons un peu les outils. Il y a 3 outils fondamentaux, très concrets, pour mettre ça en place: le langage qu'on utilise, le but qu'on se fixe et la manière dont on mesure les progrès. Le premier outil, il est d'une simplicité redoutable, c'est le langage. Au lieu de dire « vous devez faire ceci » ou « vous allez réviser », le leader alpha dit « notre objectif c'est » ou « nous allons nous préparer ensemble ». Le simple fait d'utiliser « nous » et « on » change radicalement la perception de l'autorité. On n'est plus face à face, on est côte à côte. Ensuite, une meute a besoin d'une direction. Le deuxième outil, c'est donc de définir un objectif clair et partagé par tout le groupe. Ça peut être un truc comme « tout le monde doit avoir la moyenne » ou « à la fin de l'année, on est capable de tenir une conversation en anglais ». Mais même par défaut, un objectif très puissant, c'est simplement « notre but commun, c'est d'apprendre le mieux possible ». Ça met tout le monde dans le même bateau. Le troisième outil, c'est de passer du contrôle à la confiance. Au lieu de punir les bavardages, on va quantifier l'obstacle. Par exemple, on peut compter les minutes perdues à cause des distractions. Et à la fin de chaque cours, hop, on note le score au tableau. Le défi devient alors collectif. Comment on fait pour battre notre propre record? On ne se bat plus contre le prof, on se bat tous ensemble contre la perte de temps. Évidemment, même avec les meilleurs outils du monde, il y aura des défis, des moments de confrontation. C'est inévitable. Alors, que faire dans ces moments-là? Il faut s'y préparer, le groupe va tester son leader. C'est absolument normal et surtout ce n'est pas personnel. Ce n'est pas un signe qu'on manque de charisme, c'est juste une vérification presque biologique de la hiérarchie. Le groupe cherche à savoir qui est vraiment aux commandes. Et là, il y a une règle d'or, une règle absolue. Ne jamais porter le premier coup. Dans la nature, celui qui frappe le premier, c'est celui qui avoue sa peur. L'erreur fatale, c'est de crier ou de punir sous le coup de l'énervement. Parce que le signal qu'on envoie, c'est « je me sens menacé, je n'ai plus d'autre solution ». Et le résultat, c'est une perte de statut instantanée. La réponse juste, la réponse la plus puissante, ce n'est pas la punition. C'est de reposer le cadre. Le leader alpha, il connaît les règles et les standards du groupe. Face à une transgression, il ne s'énerve pas.
Ils refusent de valider le comportement inacceptable, tout simplement en répétant la norme. C'est une démonstration de calme et de maîtrise absolue. Voici une technique très concrète pour appliquer ce principe. Imaginons que le rituel d'entrée en classe ne soit pas respecté. Au lieu de crier, on applique ce qu'on appelle le reset. Première étape, on arrête tout. Deuxième étape, tout le monde ressort dans le couloir. Troisième étape, on recommence, calmement, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que ce soit fait parfaitement. Attention, ce n'est pas une punition, c'est le maintien du standard. Parce que l'objectif final de toute cette approche, c'est de créer une communauté adaptative. Une communauté où la confiance pèse bien plus lourd que le contrôle. Dans ce modèle, l'enseignant n'est plus un gardien, c'est un leader. Et le résultat est double, beaucoup moins d'épuisement pour l'enseignant et infiniment plus d'engagement pour les élèves. On est enfin passé du « je contre vous » au « nous ». Alors, pour finir, toute cette analyse nous laisse avec une question fondamentale, une question à se poser sur notre propre posture, que ce soit en classe, au travail ou dans n'importe quel groupe. Est-ce qu'on est un gardien ou est-ce qu'on est un leader ?